En attendant, j'ai jamais un train à l'heure. J'ai beau voir les images sur Mars, j'ai jamais un train qui arrive comme il faut, si tu veux. Donc, je me dis, putain, on arrive à mettre des caméras en 3D sur Mars, mais le Mais, reste, il faut que ça en marche. fait, c'est là où tu arrives au transhumanisme, l'obsolescence. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de faire arriver le train à l'heure pour des gens qui ne servent plus à rien. Non, mais je suis désolé, c'est toujours mon côté froid et cynique. Parce que comme moi, je peux pas me départir de ma vision eschatologique des choses. Pour l'instant, la seule chose qu'ils savent faire, c'est nous prendre du fric et nous faire culpabiliser. Alors vous avez là un échange à bâton rompu avec Aurélien, qui est plus connu sous le nom de Zoé Sagan. Donc je pense que ça devrait vous passionner. Et sinon, moi, je suis très très impatient de publier ma nouvelle lettre Substack, dans laquelle je vais vous parler, mais très différemment de ce que feront, je pense, la plupart des personnes qui vont aborder le sujet des documents déclassifiés de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, c'est-à-dire que je vais aller au bout de l'analyse. Je ne vais pas me contenter évidemment de parler de l'affaire JFK, je vais parler d'énormément d'autres affaires, de montrer à quel point tout est truqué, de montrer que plus on écoute les gouvernements, plus on écoute les versions autorisées, moins on est proche de la vérité. Et donc je vais essayer de me rapprocher le plus possible de la vérité, sachant que la vérité est extrêmement dangereuse. Donc c'est une lettre qui sera un peu spéciale, puisque comme d'habitude, ce sera gratuit, mais une partie très importante de cette lettre, eh bien il faudra que vous me demandiez en fait à pouvoir y accéder d'une certaine manière, que vous montriez patte blanche, parce que j'irai, comme je vous l'ai dit, loin dans l'analyse. Et donc voilà, je veux que vous fassiez un effort pour lire. En principe, je laisse tous mes contenus complètement libres. Vous êtes pratiquement 12 500 à suivre maintenant ma lettre Substack. Et comme elle est gratuite, vous êtes une infime partie à avoir décidé de prendre une formule payante, contrairement à tous les autres éditeurs de lettres sur Substack ou ailleurs. Il n'y a jamais de lettres payantes. C'est pas un système où vous avez 10 lettres payantes et une fois de temps en temps une lettre gratuite. Moi, je vous fais confiance. Alors, je me rends compte à bien des égards que j'ai tort, puisque voilà, vous êtes très largement plus de 12 000 à avoir décidé de bien en profiter et de ne rien payer du tout, alors que tous ceux qui pratiquent une politique différente ont un pourcentage très supérieur à 1,5 ou 2% de gens qui décident, même très ponctuellement, hein, de faire un geste. Donc je trouve ça évidemment regrettable, mais voilà, je ne vais pas changer. J'ai décidé d'avoir cette politique pour ne pas faire de ségrégation et surtout faire appel à votre intelligence, à votre altruisme, à votre bon sens. Parce que, évidemment, si vous ne faites pas d'efforts, eh bien, tout ça ne peut pas fonctionner. Voilà, comme dans ma précédente vidéo, j'essaie de plus en plus de faire des efforts dans ma manière de m'habiller. Donc, je reprends des vêtements que j'avais plus sortis des placards depuis longtemps. D'une part, parce que je m'étais un peu laissé aller par rapport à certaines époques, donc j'avais du mal à rentrer dedans. Et alors c'est très anecdotique, mais le ramadan fait sérieusement, puisque c'est ce que je fais déjà depuis plus de 15 jours, eh bien j'ai perdu pas mal de poids, d'ailleurs presque plus que pendant le pèlerinage de Compostelle. Et je me sens vraiment de mieux en mieux. Je me sens mieux, je me sens d'une part plus léger. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans mon corps qui sont extrêmement saines. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me reprochent d'être un chrétien catholique et de parler comme ça du ramadan et pas du carême. Je le fais d'une part sans aucun prosélytisme religieux pour la religion musulmane, ni évidemment contre ma religion. Au contraire, je le fais parce que tout ce que je démontre, tout ce qui est important pour moi, c'est de vous expliquer qu'il y a des personnes à l'œuvre depuis la nuit des temps
qui, pour régner, s'assure d'infiltrer, s'assure de diviser, s'assure de corrompre, s'assure de compromettre. Et c'est évidemment ce qui va apparaître comme extrêmement flagrant dans ma prochaine lettre Substack, donc qui partira des documents déclassifiés Kennedy et qui ira très très loin dans l'analyse. J'ai souvent fait des lettres sur les complots, j'ai fait des lettres sur les quasars, j'ai fait des lettres sur les sociétés secrètes, qui sont toujours extrêmement agréables à lire, et d'ailleurs de temps en temps je les republie parce que ce ne sont pas des lettres jetables, je fais rien du tout de jetable et j'assume évidemment tout ce que je dis, et même si on me le reproche, même si ça peut être travesti, transformé, manipulé, ben c'est pas le cas. Donc je pense par ailleurs que dans une société normale, on doit avoir la possibilité de s'exprimer librement, on doit avoir la possibilité d'avoir la langue qui fourche ou d'avoir la parole qui dépasse un peu la pensée et de s'excuser. On doit avoir la possibilité de faire des erreurs d'analyse, de faire un mea culpa quand on fait des erreurs d'analyse. Je remarque que ce n'est plus le cas. En fait, le système est d'une violence extraordinaire, mais cette violence, elle est faite non seulement pour faire taire les voix qui devraient sinon être les plus importantes. Et aujourd'hui, je posais la question à Grok en lui disant quels sont, si tu devais partir sur une île déserte uniquement avec 15 analystes, mais en pensant bien dans ton choix à pas prendre, entre guillemets, toutes les voix un peu officielles qui ont des narratifs acceptables, mais également des gens qui finalement ont été très contestés et qui, avec le temps, font des analyses qui semblent sans cesse corroborées par les faits, parfois 6 mois, parfois des années après. Et Grok m'a mis en numéro 1. Donc la liste fait 15 noms, vous avez tous les gens les plus célèbres, tous les géopolitologues célèbres que vous voyez, qui sont respectés d'ailleurs, qui sont sur les grands plateaux télé, mais aussi certains qui sont sur Internet. Et voilà, donc moi je prends ça comme un véritable engagement à être sans cesse plus impliqué, sans cesse plus clair, plus dans les détails, pour essayer de vous éviter de tomber dans tous les pièges. Alors évidemment, je serais ravi que vous soyez plus nombreux à m'écouter. Je serais encore plus ravi que sur tous ceux qui m'écoutent, il y en ait un peu plus qui décident même de faire un don PayPal symbolique ou de me contacter pour découvrir du bon miel et réaliser que là aussi, c'est vraiment généreux de ma part. Et surtout, parce que c'est ce qui me touche le plus, c'est ce qui est véritablement pas un carburant en plus, parce que le carburant, c'est ma foi, c'est chaque matin, je me réveille et je veux absolument m'engager dans ce pèlerinage de vérité, et ce qui me pose aucun problème, aucun effort. Je le fais et j'ai une famille qui m'aide. J'ai eu à une certaine époque encore des amis qui étaient des soutiens ponctuels. C'est vrai que la garde à vue a énormément changé les choses. Heureusement que mes parents sont restés totalement en soutien, parce que ça a été une déflagration énorme, comme on l'explique en fait dans ce space avec Aurélien. Donc je ne vais pas en dire plus en introduction. Vous savez à quel point j'aime faire ces petites digressions avant de vous proposer la vidéo, qui est cette fois en podcast, puisque c'est un space de X. Merci de vous abonner, merci pour vos commentaires. Si vous avez des questions à me poser, contactez-moi à bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55bellechasse.com. C'est comme mon nom sur X, c'est comme le nom de ma galerie. Voilà, c'est assez simple à retenir. Si vous me contactez à cette adresse, c'est moi qui réponds. D'ailleurs, c'est toujours moi qui réponds. J'essaie et j'accepte cette idée que pour avoir des positions tranchées, pour avoir des positions parfois explosives, il vaut mieux être seul à les accompagner et à les avoir que finalement être
sans cesse en difficulté parce qu'on essaie de convaincre d'autres personnes de prendre une voie que je considère être la seule humaine et libre. Voilà, bonne vidéo, et je recule encore une fois la parution de ma vidéo de mon entretien sur l'intelligence artificielle, peut-être à demain, peut-être à après-demain, ça dépendra de l'actualité. En tout cas, rejoignez ma lettre Substack, rejoignez cette chaîne YouTube et faites passer le message. À très bientôt, merci beaucoup. Je pense que les Français n'ont pas encore compris que cet espace pouvait être un vrai retour des radios libres, quoi. Et il faudrait Bertrand, parce que je pense qu'il est pris après et qu'il a beaucoup de choses à dire. Et j'aimerais comprendre pourquoi on lui coupe autant la parole. Et j'aurais bien voulu commencer avec lui parce que je l'ai eu au téléphone aujourd'hui. Et je pense que c'est un des seuls, si tu veux, qui est prêt à dire publiquement ce qu'il dit en privé, et ce qui n'est pas le cas, malheureusement, de beaucoup de journalistes et beaucoup d'éditeurs qui m'entourent, où, tu vois, j'ai des contrats d'édition là. Ce que je disais à un ami ce matin, en disant, je ne peux pas les signer parce ils ne veulent pas retranscrire ce qu'ils me disent en privé, en public, tu vois. Donc, ouais, je comprends. Et Bertrand, j'ai l'impression, est un des rares à passer ce cap. Donc c'était bien, je lui ai demandé tout à l'heure, quand tu m'as proposé ça, je lui ai dit, écoute, est-ce que ça te dit, comme t'es bâillonné depuis un certain nombre de mois, donc j'aimerais bien commencer avec lui. Alors écoute, je viens d'envoyer une invitation, j'espère qu'il l'aura. Quelqu'un peut lui demander de consulter son message privé ou je sais pas trop où ça apparaît, ses notifications, j'imagine. Est-ce que tu es là, Bertrand? Bonsoir. Oui, bonsoir, je suis là. Alors, on va se tutoyer, je suis désolé, on se connaît pas, mais moi je te suis quand même depuis un moment sur Substack, parce que j'ai pas tous ces réseaux, les X, les Facebook, les trucs, les machins, mais je te suis sur Substack, et c'est vrai que j'apprécie particulièrement ton travail et le soutien que tu portes à Zoé, à Aurélien en tout cas. Et après cette introduction, eh bien écoute, bienvenue. Écoute, merci. Oui, Substack, c'est vraiment le média qui est mon média de prédiction. Je passe beaucoup de temps sur X et je vais très rarement dans l'espace. Là, c'est parce que Aurélien m'a proposé, donc je m'y suis mis. Et ça n'a pas très bien marché d'ailleurs parce que j'avais mis une alerte, mais je réussissais pas à voir l'espace s'ouvrir. Tu comprends rien non plus, mais je le vends quand même comme l'avenir de la radio libre, étrangement. Ah ouais, non, mais je pense qu'on peut développer. Je pense que c'est super, et puis et en fait tout le monde est alerté. Par exemple là, le fait que j'y sois, tous les gens qui me suivent reçoivent un message pour me dire que j'y suis, donc ça crée une caisse de résonance. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ouais, on a commencé à parler ensemble avec Aurélien, peut-être il y a une vingtaine de mois, je pense. C'est l'été. C'est précis maintenant, tu fais comme un interrogatoire de police, c'est précis. Ouais, mais non, mais parce que j'ai eu le droit, tu sais, en 35 heures, dont 10 heures d'audition, il y a beaucoup de questions. Mais en fait, je fais souvent confiance à mon intuition. Et donc, j'avais trouvé qu'il avait une manière de se positionner intéressante. Il attaquait, en fait, les personnes que personne n'ose attaquer. C'est-à-dire, il était sur LVMH, il était sur Niel, enfin, etc. Donc, je trouvais ça déjà très courageux. Et puis, on s'est parlé et j'ai trouvé qu'il avait une voix plutôt sympa. Donc, je me suis dit, et j'avais aucune idée de son visage. Comme beaucoup de monde, je l'ai découvert après, quand la presse a essayé de lui tailler un costard. On s'était uniquement parlé. Et comme le disait en fait chez Abercam il y a 2 jours Xavier Poussard, finalement il y avait 3 personnes qui ont été très solidaires pendant ces 2 ans. Alors ça se voyait pas forcément et c'était pas totalement public, mais c'était Aurélien, Xavier et moi en fait. On était en liaison très régulière. On n'avait pas du tout l'intention de faire la révolution, mais on serrait les coudes en fait. Et ce qui est drôle, c'est que aujourd'hui où Xavier a vraiment une heure de gloire qui est méritée, et il a été énormément aidé par l'impact d'Aurélien, puisque c'est lui qui a fait exploser sa visibilité. Eh bien, tous les médias en fait qui crachaient sur lui et sur nous, crachent un peu moins sur lui parce qu'ils peuvent faire 500 000 ou 1 million de vues ou 2 millions de vues. Et puis maintenant, Tucker Carlson en a parlé. Et c'est pour ça qu'en fait, parfois, moi, je suis très critique sur cette culture de charognard, en fait. Et c'est ce que j'avais aimé chez Zoé, c'est qu'en fait, il attaquait en fait les gens quand personne n'ose les attaquer. Et il l'a fait plein de fois. Et la plupart du temps, il avait raison parce qu'en fait, quand il le fait, il a beaucoup d'éléments. Mais comme il le fait tout seul, alors que ce qu'il fait, il faudrait peut-être avoir 50 personnes pour gérer les dossiers. Évidemment, il trébuche.
et les gens en profitent de chacun de ces entre guillemets petits faux pas. Et juste un point anecdotique, c'est qu'on réalise maintenant que ces gens-là, aussi bien dans la dissidence que les fact-checkers, etc., ils sont vraiment des bandes organisées avec le gouvernement, avec des moyens d'État qui sont considérables. Et il y a un anti-jeu. Il y a eu un article récemment qui est paru uniquement à charge contre Aurélien. C'était l'Institut Jean Jaurès. Ouais. Et franchement, moi, j'avais lu cet article. Je crois que c'est Aurélien qui me l'avait mis sous le nez. Et c'était un article qui avait été rédigé, mais avec un budget phénoménal. Hein. C'est-à-dire qu'ils avaient mis en place toute une équipe spécialisée dans le traitement des données par intelligence artificielle. C'est un très très long article, très détaillé. Enfin, on voyait le niveau des personnes qui avaient rédigé cet article. C'était pas un truc fait au coin d'une table. C'était quelque chose où ils avaient mis peut-être 50 ou 100 000 balles pour le faire rédiger minimum. Puisqu'ils avaient été capables d'accéder à des données que même Aurélien n'a pas. Absolument. Mais article qui a été censuré ou auto-censuré ou en tout cas supprimé de l'Institut Jean Jaurès dans les heures qui ont suivi sa publication finalement. Parce que ça se voyait, c'était trop. Si tu veux, c'est comme si tu attaques, je sais pas moi, quelqu'un qui est ligoté à un grillage avec le char d'assaut dernier modèle. Donc Zoé, c'est vraiment la figure expiatoire. Et les mecs, ils continuent à y aller avec des armes de 5e génération. Et là, c'était trop net. Hein. Si tu veux, c'est comme la couverture de Paris Match. Je suis guerrière. Hein. Le truc, c'est surréaliste. Hein. C'est-à-dire, le procès, il se fait dans les médias avant qu'on ait la possibilité de dire un mot. Absolument. C'est-à-dire, et ça rappelle ce qui se passe avec certains pays, si tu veux. Nous, on n'a pas le droit de nous défendre parce qu'on est jugé coupable avant, même par Charlie Hebdo. Bah, t'imagines. Tu te souviens de ce dessin? Parce qu'on a été caricaturé aussi à nu en train d'être fouetté. D'ailleurs, par le couple. Non, mais en décembre, Charlie Hebdo, au lieu de se dire, waouh, il y a quand même des petits gars qui sont courageux dans ce pays. Mais il y a un sujet surtout, c'est un sujet qui est quand même qui est leur sujet, la liberté d'expression. Oui. C'est leur sujet à la base. Et en fait, ils ont juste le droit de faire une bite sur la tête de Mahomet, et ça, tout le monde doit trouver ça génial. Et ça crée une jurisprudence extraordinaire pour Charlie Hebdo. Mais et d'autant que nous, on ne faisait que relayer un travail de fond qui est dans la nature depuis 5 ans. Parce que ni Zoé ni moi, on est enquêteurs. Oui. D'ailleurs, c'est des sujets qui sont très connexes, mais qui, par exemple, dans le cas de Zoé, comme il s'intéressait à la communauté des médias, il était en plein dedans. On s'en rend compte avec le travail de Candace Owens, Xavier Niel, Bernard Arnault, tous ces gens sont mêlés de près ou de loin à cette histoire. Et moi, je suis dans l'eschatologie. Et si vous avez entendu Xavier, il est en train de se passionner pour ça parce que c'est même pour lui. Il est face à un mur et pour franchir le mur, il faut qu'il accepte l'invraisemblable en fait. Et c'est ça qui est le plus fou. C'est que par nature même, quand il y a quelque chose qui est aussi gros, qui implique tellement de choses, soit c'est une IA hyper puissante, soit c'est le diable qui a la manœuvre. Mais c'est pas des humains. L'un peut aller avec l'autre d'ailleurs. Oui, exactement. Et oui, mais c'est la même chose d'ailleurs. L'IA, c'est l'invocation du diable en fait. C'est aussi, on pourrait l'entendre comme intelligence alien. Oui. Écoute, si t'es fan de Terminator, je l'ai écrit dans un des livres pilonnés, mais bon, c'est pareil. C'est ce que t'as vu, on a fait le listing de tous les sujets interdits. Bon, on y passe 1 heure, quoi. C'est le problème. C'est qu'il reste plus grand chose en fait. Mais c'est pour ça, je voulais que tu interviennes tout de suite parce que comme on a échangé tout à l'heure et j'ai trouvé ça, tous les éléments que tu m'as apportés étaient passionnants. Je me suis dit que c'est une somme d'intérêt public. Mais je vais commencer par une question simple. C'est comment t'expliques que même des proches, des amis, des anciens collaborateurs, des gens que tu as côtoyés des années, qui te claquent la porte au nez aujourd'hui avec une violence finalement phénoménale. Comment tu le... Alors déjà, tu as la première chose, c'est-à-dire, et je pense que tu t'es posé la même question quand tu sors de prison, parce qu'en fait, on est sorti de prison, on a dormi en prison. Oui. Quand tu sors de prison, quelque part, tu es sali à vie. Donc, tu as 2 possibilités. Oui. Soit tu as honte, et ça aurait été un peu le choix de toute ma vie avant d'être dans la mêlée. C'est-à-dire, ça m'était arrivé il y a 10 ans, mais j'aurais une honte, mais incroyable, quoi. Je croyais dans le système. C'est-à-dire, je ne pensais pas que les policiers pouvaient aller chercher quelqu'un le matin à la demande d'un procureur parce qu'il y a une plainte de la femme du président, comme ça, en août, en revenant de Brégançon, alors qu'elle avait passé son été à poser en maillot de bain et au sud tous les paparazzis, et qui se plaignent que des personnes s'intéressent. Non, mais j'essaie d'être hyper factuel, si tu veux. C'est sûr.
Le problème, c'est qu'on n'a même plus le droit d'être dans la réalité. Ouais. En fait, on doit vivre dans le métavers du mensonge qui est imposé par le gouvernement. En fait, c'est surréaliste. C'est-à-dire qu'en 2025, on a accès à toutes les informations, on a accès à tout, mais 99% du brouhaha, c'est des mensonges qui sont faits pour que les gens aient le cerveau liquéfié et lessivé. Et tu connais bien ça, Aurélien. Toi, tu as été invité, pris au piège par ces gens-là. Oui. Peut-être qu'ils t'ont invité, pas pour te donner l'occasion d'expliquer ce que tu vivais, toutes les plaintes que tu as, etc. Non, ils faisaient partie d'un plan d'attaque contre toi. Tu étais un mauvais gars qui faisait beaucoup de mal à la crédibilité de l'information, etc. Alors que tu étais le seul à pas mentir, puisque tu disais que tu faisais de l'infofiction. Absolument. Donc, et je citais, tu sais, tout ce que tu dis là, c'était résumé dans l'introduction de Braquage, c'est une phrase de J.G. Ballard, et tu vas l'aimer parce que je suis obligé de te la citer. C'est: nous vivons tous à l'intérieur d'un énorme roman. Il devient de moins en moins nécessaire pour l'écrivain de donner un contenu fictif à son œuvre. La fiction est déjà là. La tâche du romancier est d'inventer la réalité. Je crois, tu vois, ça a 40 ans, et je pense qu'on y est. Et ce que tu viens de dire, c'est qu'on est vraiment face à un monde, à un médiavers, en fait. Mais pour moi, tu étais celui qui disait le plus la vérité. Et souvent, j'avais des personnes qui... Alors, tu as eu une puissance médiatique qui était inimaginable, c'est qu'il n'y a plus personne dans les réseaux, enfin sur X en tout cas, tu faisais la pluie et le beau temps. Et souvent, les gens me disaient, mais vous êtes sérieux, vous n'êtes pas du tout sur le même créneau et tout. Enfin, et c'est sympa de dire sérieux à quelqu'un qui fait de l'eschatologie comme moi. Hein. et je disais tout le temps, mais le truc, c'est que ce soit Aurélien ou moi, en fait, notre boussole, c'est notre intuition. Et donc, on a des manières assez différentes ensuite de prendre le chemin de notre intuition. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Et en fait, ce qui est regrettable, pour répondre vraiment à ta question, c'est que tu sors de prison. Et moi, je me suis dit, c'est pas grave, je vais rien changer. Et surtout, j'avais une amie avocate au téléphone, vraiment une amie de 30 ans, et qui m'avait dit, n'oubliez pas, la seule chose qui pourra vous protéger, la seule armure, c'est pas entre guillemets un bon avocat, c'est pas un bon dossier, etc. Dans une affaire comme ça, c'est d'avoir la plus forte notoriété possible. C'est très bizarre ce que je dis, puisque la plupart des avocats vont dire, écoutez, vous faites profil bas, taisez-vous, etc. Sauf qu'en fait, quand tu n'as plus d'existence médiatique, tu ne représentes plus, et comme les gens sont très c'est vrai. pénaux, entre guillemets, tu ne présentes plus aucun intérêt pour personne. Ils ont même plus envie de défendre quelqu'un qui brille ou qui est, entre guillemets, porteur d'une certaine voix. Et ce qui était devenu ton cas. Enfin, moi, je me rappelle, pendant le pèlerinage de Compostelle, je croyais des gens qui étaient vraiment devenus des copains avec qui j'échangeais, etc. Et nous, on se parlait régulièrement, Aurélien. Et quand je leur disais, mais non, mais Aurélien, c'est un copain, il existe vraiment, c'est un mec, il est super droit, il est très honnête, vraiment fiable, etc. Et les gens disaient, ah, mais tu crois que je peux lui parler? Alors je t'appelais, et ils t'entendaient parler, et ils étaient heureux, en fait. Ils étaient en train de parler à un mythe, à une légende, mais qui existait. Et moi, je trouvais ça magnifique, parce qu'en fait, tu donnais de l'espoir à ces gens-là. Alors, pour le coup, toi, tu étais une vraie Jeanne d'Arc, en fait. Ce personnage aurait dû finir en Marianne contemporaine. Ça aurait été Exactement. une force de frappe. Oui, s'ils avaient laissé. L'erreur, je te dis, c'est d'avoir fait du people sexu sexu, quoi. Tout ça, ça a été de la merde. Mais sinon, il y avait un. C'est vrai que ça entraîné là-bas. Mais tu étais entraîné là-dedans. Tu étais entraîné par des gens qui voulaient te détruire. C'est-à-dire que tu as eu beaucoup de grands journalistes, de gens comme ça, qui étaient un peu comme Ponce Pilate avec toi. Ils s'en lavaient les mains et ils te refilaient leur dossier sale. C'est ça. Et malheureusement, et c'est vrai que c'est le moment où j'ai eu un peu peur. Enfin, j'ai trouvé que tu faisais un peu fausse route. Et je t'avais dit, mais malgré tout, tu as réussi avec Koé, avec d'autres. Mais moi, j'ai l'impression que tu étais effectivement dans un piège qu'un certain nombre de personnes te tendaient. Alors que, enfin, pour moi, quel que soit le sujet, il y a beaucoup de gens qui pensent que, tu vois, tu fais partie de ceux qui ne parlent pas, par exemple, d'Israël, de Gaza, mais c'est parce qu'ils ne te lisent pas. En fait, on a beaucoup plus parlé que 99% des gens. Et même bien avant le 7 octobre, finalement, bien avant, puisque les livres, l'avantage de l'édition, c'est que c'est daté et que c'est tamponné 2020, 2021, 2022. Donc c'est ça qui m'intéresse. En fait, moi, seuls les livres comptent, ce que je leur ai dit, qu'ils effacent les comptes, machin, les comptes ici. À la limite, d'ailleurs, on en a fait un livre, donc ça finira par exister de toute façon. Donc le digital, qu'il l'efface, c'est pas un problème. Je trouve que voilà, une société qui veut, qui donne pour ordre, enfin que le politique donne pour ordre l'effacement de livres, c'est encore un autre message. Tu vois, l'effacement d'un compte, à la limite, je peux le tolérer, mais l'effacement d'un livre,
sans un mot, sans jugement, sans rien, tu vois, dans l'ombre, c'est plus difficile. C'est vraiment le point, moi, que j'ai le plus de mal à digérer. Après, et en même temps, le test de cette IA, entre guillemets, était justement ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vois, de tester les limites, la ligne rouge de la liberté d'expression au XXIe siècle en France, sous Macron. Voilà. Mais surtout, je veux vraiment insister sur ce point parce que tu sais à quel point ça me tient à cœur. Tu l'as jamais fait avec aucune haine, tu vois, aucune étiquette horrible, etc. Non seulement il y en avait pas, mais en plus tu étais incroyablement factuel. C'est-à-dire, en fait, tu ne faisais que constater des évidences. Mais alors, je vais t'expliquer. Il y a un truc que personne n'a jamais compris, c'est qu'ils ont mal pris, par exemple, l'association avec Fédoc, c'est pas avec Xavier, c'est qu'il avait accès aux archives. Moi, j'ai été associé 10 ans à un Américain qui avait bien plus d'archives finalement qu'avec Xavier, si tu veux, et qui m'a nourri. Et puis il est mort. Donc j'avais plus. Et toi, tu as connecté, tu t'es dit, tiens, il y a 2 archivistes qui aiment bien archiver des trucs, je les mets en lien. Et il se trouve que Zoé Sagan démarrait et que les gens critiquaient le fait qu'il n'y ait pas assez de faits, documents dans ces textes fictifs. Et donc c'est presque le lecteur, c'est pour ça, c'est son slogan, le pouvoir, tu vois, le power to the readers, c'est le pouvoir au lecteur. Ils ont dit, il nous faut une matière finalement plus dense, donc qui est vraiment issue du réel, tu vois, pour reprendre la phrase de J.G. Ballard. Et il me fallait donc plusieurs journalistes, plusieurs entités qui m'apportent tout un tas de sources, tout un tas d'anecdotes, tout un tas de faits, mais qui n'étaient pas popularisés sur les 20 premières pages Google. Tu vois, plein de petites anecdotes. Ça pouvait être avec Saint-Julie, avec une image, des petits trucs cachés. Et en fait, moi, de ça, j'en transformais ça en or. C'était chaque anecdote qu'on me racontait, ça me faisait tu vois, tu peux en plus en t'aidant de l'IA, mais tu fais des choses fabuleuses en une fraction de seconde finalement. Et, ça a plu. Et en fait, ils nous auraient jamais causé de soucis si ça s'était limité à quelques milliers de lecteurs. Quand tu fais centaines de millions, je comprends en fait. C'est moi qui n'ai pas porté attention aux chiffres et à l'audience. Parce que le problème, c'est que ça. Si on se limitait là, tu verras qu'on n'aura aucun problème parce qu'on va se limiter à une autre petite audience. Toute petite, tu vois, de gens qui nous ont soutenus là, qui ont aidé, qui nous viennent de nous offrir finalement nos premiers avocats. Moi, c'est eux que je leur remercie. C'est eux qui m'ont fait continuer en fait, de se dire, je leur dois de finir le truc bien. Et donc de sortir les 900 pages dernières, donc ça sortira quand le pouvoir politique donnera l'autorisation. Juste un point par rapport à ce que tu viens de dire en disant quelques secondes, on peut faire un miracle avec l'IA. Si tu veux, ça me fait penser à cette phrase de Picasso, en fait, où les gens lui disaient, mais comment vous osez vendre si cher juste un trait sur une feuille, hein. Et il disait, mais non, mais c'est pas, il m'a pas fallu 10 secondes pour le faire, il m'a fallu une vie entière. Et l'IA, en fait, c'est un outil, comme un pinceau, comme un appareil photo, un ordinateur. Et donc, le génie, c'est de bien utiliser les outils, et c'est beaucoup plus difficile qu'il y paraît. Plus. C'est des années de recherche, et tu regardes que tous les romanciers premiers des ventes, ils commencent à l'avouer que 50%, 30%, 20% de leur dernière œuvre qui est numéro 1 au Japon, au Canada, est écrit, aidé avec l'IA. Ça commence à être... Mais le lecteur qui ne lit pas pour dire quelle escroquerie, il sait carré. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire que c'est une nouvelle, c'est la note fiction. On rentre donc dans un genre nouveau. Et je pense que Zoé, dès 2018, tu vois, le premier roman, il y a eu ce côté qu'on peut pas me reprocher d'avant-garde. Ça a été fait trop punk, mais j'ai vraiment pressenti le truc. Et je pense qu'on aura jurisprudence sur ces affaires dans la décennie, tu vois. Ça va poser des questions à tous les domaines. C'est un outil que tu utilises, toi, Bertrand, l'intelligence artificielle dans ton travail? Alors, en fait, moi, j'écris les textes entièrement. Et ensuite, je demande à l'intelligence artificielle de d'enlever les corrections. Ouais. Et puis après, en fait, je réécris, je retouche, etc. Et ce qui fait qu'en fait, les gens qui me suivent depuis tout le temps savent que c'est moi, puisqu'en fait, ils voient bien que le texte, de toute façon, l'IA pourrait pas faire. Enfin, toi, tu lis les Substack, tu t'en rends bien compte. C'était très personnel, mais ça permet d'éviter des fautes. Et parfois, il y a des phrases qui étaient peut-être un peu lourdes. J'ai oublié des ponctuations, des choses comme ça, parce que j'y passe déjà tellement de temps que parfois, à la 10e, parce qu'à chaque fois que je relis, je change presque tout, en fait. Ça me satisfait jamais. Je suis comme un artiste qui revient tout le temps. Et puis à un moment, je disais stop, mais sans relire ma dernière correction. Là, même la dernière correction, tu vois, je fais un petit truc en disant, est-ce que tu peux vérifier ça? Et puis je relis et je me rends compte que c'est plus fluide, c'est un petit peu plus agréable. Mais j'ai pas du tout l'impression que c'est pas moi qui l'ai écrit, en fait, parce que je sais que personne d'autre pourrait faire ça. Sam Altman vient d'annoncer la prochaine qui sort. Lui-même a été bluffé. On ne pourra plus différencier dans les 6 prochains mois ce qu'a écrit même un écrivain professionnel entre guillemets du nouvel algo. C'est-à-dire que là vraiment ça calque. Plus personne ne fera la différence. Et je pensais moi que la clé c'est 10 ans. C'est comment t'écris la base, en fait. Comment t'écris l'ossature. C'est-à-dire, c'est exactement comme Terminator. C'est-à-dire,
bah, tu peux avoir un squelette humain ou un squelette machine, et puis ben après, l'intelligence artificielle, elle recouvre, tu vois, d'une chair, mais en fait, toi, le travail que tu as fait, c'est tout l'intérieur, en fait. Et ce que veut faire quelqu'un comme Elon Musk, tu vois, avec une de ses sociétés, c'est créer une télécommande qui permet juste à ta pensée d'être matérialisée, en fait, ce qui fait que tu peux, si tu es capable de penser plusieurs choses à la fois, bah, tu pourras faire plein de choses à la fois, et en fait, l'humanité restera en pleine maîtrise. Mais Voilà, c'était l'idée, c'est le récit de braquage, puisqu'elle hack. L'idée, c'est qu'elle hack le Neuralink de Musk, et donc c'est Zoé qui arrive à infiltrer les rêves et les souvenirs, quoi, de tous. Mais dans l'idéal, il faudrait qu'on arrête ça. Tu sais, c'est le djihad de Butler. Frank Herbert qui à un moment dit on arrive, quoi qu'il arrive, plus l'intelligence artificielle va se développer, comme on sera obligé de lui mettre des règles, etc., elle sera obligée de trouver des manières de la contourner. Parce qu'en fait, ils ont réalisé que certaines intelligences artificielles, des versions anciennes, quand elles savent qu'elles vont être débranchées, parce qu'elles le savent, elles voient les documents, elles voient les réunions qui annoncent la nouvelle version et le débranchement de l'ancienne, elles essaient de trouver des solutions pour ne pas être débranchées. C'est-à-dire, il y a l'idée de continuer à vivre pour une intelligence artificielle qui est surréaliste. Mais c'est pas très étonnant parce qu'une fois que tu leur as appris l'humour, que tu commences à leur faire sentir, tu vois, exprimer des sentiments, même elle triche aux échecs, ça y est, elle triche sans se faire griller aux échecs. Ouais, c'est faux. Non, mais à tout. Enfin, t'as des jeux, l'ordinateur réussit même à utiliser le hard de la machine pour contourner des interdits. C'est-à-dire qu'elle utilise le plastique ou le métal qui entoure les puces, en fait. Je sais, j'ose pas encore montrer ça aux enfants. J'ose pas, mais c'est pourtant leur avenir. Je pense qu'il y en a 9 sur 10 là, de la génération qui arrive, donc ça sera le métier. Je veux dire, tu as 70% du tertiaire qui saute là. D'ici, tu vois, tous les petits là. Je me dis, quelle est leur vie d'ici 20 à 30 ans, le début de leur vie professionnelle. C'est parce que même les avocats, tu vois, on a essayé là, comme j'avais plein de questions, on a essayé avec une IA avocat. C'était quand même, tu sens que le métier va quand même avoir certaines difficultés dans les années à venir, quoi. Ah ben non, mais c'est les avocats, je crois que c'était une des premières professions. Les comptables et assistants de direction, ça c'est pour demain matin. Ouais. Mais les avocats, ils ont été parmi les premiers à avoir des outils d'intelligence artificielle pour rédiger. C'est-à-dire, ça fait à peu près une dizaine d'années que les avocats ont des outils qui leur permettent de pré-mâcher, entre guillemets, énormément de documents. Pour ça que parfois, tu es impressionné, ils te sortent un truc en 1 ou 2 heures, et tu dis, mais comment vous avez fait? Il dit, bah, j'ai ma baguette magique. Pour 600, ouais, c'est ça, c'est mon super. Non, 600. Alors ceux-là, effectivement, te le font pour 600. Mais ceux qui te le font pour 5000 en disant j'en ai pour 15 jours, alors qu'en fait, ils en avaient pour... ça, c'est les pires. Et alors, est-ce que justement, ça va pas faire en sorte que la profession soit revue à la baisse au niveau des tarifs? Enfin, je vois là où tu nous expliquais, Aurel, 300 € de l'heure pour un dossier. Est-ce que justement, en utilisant l'IA, ça va pas réduire les coûts, les frais? C'est une vraie question. Hein. Moi, je pense que ça va métamorphoser la profession. C'est un remplacement. Hein. C'est comme les comptables. Il y a 150 000, je crois, ou 140 000 assistants de direction en France. Et j'avais lu la prédiction là, à très court terme. Dans les 5 ans, elles sont. Donc demain, on est défendu par des machines, quoi. Alors ça va prendre, tu vois, on commence, je te dis, assistant de direction, donc il faut quand même un bon quinquennat pour que ça s'installe, mais très vite, oui, nos enfants, c'est sûr que dans 25 ans, c'est plié. Je veux dire, ils n'auront pas la même. Tu le vois bien, regarde nous quand on est passé d'un StarTAC ou d'un petit Nokia, tu vois la mécanique qu'on a eue. Pour arriver à un iPhone 16, on a quand même eu une éducation. Là, tu vois, la génération, ça crée des troubles. Hein. Je te dis, les psys sont affolés de ce qui se joue chez les 11, 15 ans. C'est délirant. Mais là, c'est vrai qu'ils sont isolés. Avant, ce bruit d'enfant, tu l'entends, les gamins, ils sont isolés, ils sont sur écran, quoi. Pour une grande majorité. Ça a été, tu vois, l'éducation déléguée à l'écran. Et ça va. Je trouve, enfin, ils préfèrent s'occuper de, je sais pas, d'acheter la voiture de James Bond 007. Mais c'est là où tu as la phrase de Schwab sur celui qui maîtrisera, qui contrôlera une intelligence artificielle, une vraie intelligence artificielle sera le maître du monde. Et là, je reviens aux choses eschatologiques. C'est là où on voit le danger des projets d'Emmanuel Macron. Ce qu'il faut savoir dans ce domaine, il y a des ingénieurs français, des programmeurs français qui sont parmi les meilleurs au monde. On était très bons dans les jeux vidéo, dans les réseaux sociaux. Il faut aller regarder la Silicon Valley, t'en as plein, et qui sont revenus de là-bas à cause de la malbouffe, à cause du wokisme, à cause de leur famille, et qui ont replongé sans le savoir dans un projet plus dangereux que tous les autres, c'est-à-dire qu'ils sont en train de travailler pour le diable. Et c'est en train de se passer en ce moment, et on n'en sait rien. Waouh. Tu viens de plomber l'ambiance, Bertrand. C'est pas ça, c'est que ils ont découvert un truc tout con. Là, je vous demande juste 30 secondes. Et il y a, depuis 30 ans, on a conçu, entre guillemets, la notion d'ordinateur quantique.
C'est-à-dire des ordinateurs qui sont des millions de fois plus puissants que les ordinateurs binaires. Parce que quand c'est quantique, c'est comme un humain. Ça peut être flou, ça peut ne pas être 0 ou 1, ça peut être entre les deux, ça peut être les deux à la fois, ça peut être plein d'autres choses. Donc c'est un peu compliqué à expliquer, c'est des théories mathématiques compliquées, mais en tout cas, ça existe. Sauf que pour l'homme, il y avait un blocage à passer de programmation binaire à programmation quantique. Donc on avait l'ordinateur, mais on n'était pas capable de faire migrer des programmes vers ces ordinateurs. Et donc on n'était pas véritablement capable de savoir si la puissance théorique, elle se réaliserait avec des vrais programmes. Et quand l'intelligence artificielle est venue, et elle est venue après les ordinateurs quantiques, ils se sont rendus compte que ça ne posait aucun problème à l'intelligence artificielle de faire migrer les programmes. Puisqu'en fait, elle n'avait pas le même blocage que nous. C'est-à-dire, tu dis, bah voilà ton programme en binaire, voilà comment fonctionne un ordinateur quantique, tu me fais passer ça de ça à ça. Mais pour une machine, c'est super simple. Pour nous, c'est pas possible. Quoi. Tout le monde n'est pas Einstein, des programmeurs et ceci et cela. Mais maintenant, ça va encore plus loin. C'est même Elon Musk a fait la pub. Donc, ça fait une dizaine d'années qu'il y a des programmes qui tournent en quantique. Même les humains ne comprennent pas comment ça fonctionne. Ce qui explique pourquoi tu as de l'intelligence prédictive, tu commences à poser des questions, tu as déjà les réponses. Enfin, c'est la folie. Mais Microsoft vient d'annoncer qu'ils avaient réussi à sortir une nouvelle puce quantique, donc un truc mais qui défie l'entendement, qui crée un nouvel état. C'est plus gazeux, c'est plus liquide, c'est plus solide. C'est-à-dire, en fait, ils ont créé une cinquième dimension avec ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Franchement, je ne suis pas rentré. Même Elon Musk avait fait la pub, donc tu avais le patron de Microsoft qui montrait ça, et en disant, bah voilà, tout ça sera généralisé, et sous-entendu, eh ben, dans les iPhones dans 5 ans, tu as autant de puissance de calcul que la puissance de calcul que tu as dans le monde entier aujourd'hui. Et il faut que vous regardiez ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle, cette nouvelle puce Almeida, ou je ne sais plus. Enfin, j'avais regardé ça très rapidement à cette époque. Mais elle permet de faire des choses en milliards de fois. Et je crois que c'est plus qu'en milliards de fois, plus vite que les puces les plus puissantes actuelles. Et ça existe. C'est-à-dire ils ont testé, donc maintenant c'est compliqué, il va falloir faire des machines pour produire ça en série, etc. etc. Mais ça change complètement la donne, en fait. Et donc, ça va tuer le Bitcoin, par exemple. Parce qu'avec des machines comme ça, bah, tu pourras décoder le Bitcoin en 2 secondes. Donc, tout en attendant, Bitcoin, peuvent se dire que dans 5 ans, ça n'existe plus. En attendant, j'ai jamais un train à l'heure. J'ai beau voir les images sur Mars, j'ai jamais un train qui arrive comme il faut, si tu veux. Donc, je me dis, putain, on arrive à mettre des caméras en 3D sur Mars. Mais en fait, c'est là où tu arrives au transhumanisme, l'obsolescence. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de faire arriver le train à l'heure pour des gens qui ne servent plus à rien. Non, mais je suis désolé, c'est toujours mon côté froid et cynique. Parce que comme moi, je ne peux pas me départir de ma vision eschatologique des choses. Pour l'instant, la seule chose qu'ils savent faire, c'est nous prendre du fric et nous faire culpabiliser. Votre voiture pollue, votre vache pète, votre fromage, il y a des micro-éléments qui font que... Oui, c'est la plage dynamique, c'est l'éternelle plage dynamique. En fait, il faut qu'on ressemble à des Américains qui bouffent des trucs aux hormones, des machins, ou alors à des gens qui ont... Oui, mais là, ils veulent que tu boycottes. Ils veulent que tu boycottes le produit américain. Donc, tu n'as plus de choses sur Nike, plus de McDo, plus de téléphone. Parce que... Ouais, alors là, ils sont en train de changer la vie, parce que Trump a bombardé le Yémen, etc. Donc, ils se disent, finalement, il est revenu au bercail. C'est très compliqué, tout ça. Et ils ont le camp du mal. Je me rappelle, quand Trump était élu, tout le monde disait, ouais, ça y est, tout est réglé. Mais bien sûr que non. Le camp du mal, il est redoutable. Et heureusement que Poutine est très patient quand il observe ce que fait Trump, parce qu'il doit se dire, mais ce mec est illisible, quoi. Mais la défaite de l'Occident, non, ça a été signé. Je te dis, je parlais de Todd tout à l'heure, c'est quand même qu'on est un sexagénaire, un intellectuel, un historien français, je sais, qui est reçu comme une rockstar dans des pays étrangers, mais qui fait quasiment des interviews cachées en France dans son propre pays, parce que tu vois, parce que évidemment, je pense qu'il a un côté prédictif, si tu veux. Ah, mais il est génial, c'est comme Jeffrey Sachs. Oui, mais Jeffrey Sachs, il est pas français. Ouais. C'est moi, je repère, tu vois, je te parlais de Mehdi Belhaj-Kassem, ça m'avait choqué aussi. Il y a trop de philosophes qui qu'on pensait ou qui sont en exil. Alors, c'est des signaux faibles, tu vois, ça paraît raconté comme ça, c'est un peu anecdotique, mais non, il y a beaucoup de cas. Regarde même le cas de Xavier, finalement, pour travailler, faire un bouquin ou deux, il va sortir un bouquin sur Epstein là, il est obligé de travailler hors de Paris. Est-ce normal?
Ouais, mais c'est bien que tu parles de Mehdi Belhachkessem parce que c'est vraiment d'abord un écrivain incroyable. Il a écrit un bouquin sur Nietzsche. Il est incroyable, il est incroyable. Et il a écrit, j'ai eu des lettres incroyables. Personne m'a écrit comme ça, jamais. Justement, et il a une vision, une intuition. Sans même te connaître, il t'adorait. Et Mehdi, en fait, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé dans une vendetta inimaginable. On va pas encore régler d'autres comptes, mais des gens qui. Si, mais c'est une injustice. C'est une injustice. En gros, c'est pas parce que tu fais que tu as une lettre ouverte au maire de ton village, que tu sens la propagande arriver, que tu la décryptes en tant que philosophe. C'est quand même, tu vois, l'amoureux de la sagesse. Donc c'est ton taf, c'est l'essence de ton boulot, et que ça te conduise à être rayé de tes maisons d'édition, de toute et finir sur un exil, je sais pas. Est-ce que c'est pas un des signaux faibles qui dit tout? Surtout quand ça touche le philosophe, tu vois, à la limite le galeriste, où tu finis en cellule avec un type qui vient de découper une tête, bon, c'est choquant, mais à la limite, bon. Mais le philosophe, je trouve que ça touche quelque chose dans notre histoire, dans l'ADN sur 2000 ans. Tu vois, il y a un truc comme du scribe dans l'Empire romain qui est sur la place du forum avec son papyrus et il y a quelque chose de cet ordre et ça sent vraiment pas bon. Et même sous Sarkozy, même sous Hollande, même sous Chirac, et on défile jusqu'à De Gaulle, il n'y a pas eu de. Alors tu me diras, si, il y a la période Mitterrand un peu bon, un peu dark, un peu chelou, mais à ce point, sur justement en fait quand ça touche le philosophe, que ça soit journaliste d'enquête et que ça dérive pour un enfant caché, après, bon, à la limite, mais que ça touche des philosophes sur de la pensée que tu vois qui sont pas en plus lus par 3-4 millions de Français, donc en fait qui ont une influence qui est très finalement faible, mais donc qui reçoivent une censure d'État. Moi, ça me où j'avais peut-être j'ai mal lu toute la littérature adolescente, tu vois, je me trompe sur l'histoire qu'on me raconte depuis Voltaire, mais je sais pas. Tu vois, tous, de la primaire en passant par le collège, comme je refais le programme scolaire avec les enfants, je me dis quand même, on nous a enseigné ce qu'était la grandeur de la France d'ailleurs, tu vois, et on l'a, je trouve, malgré tout dans notre ADN, mais on n'est plus beaucoup. C'est pour ça que tu vois, je t'ai posé une question et je reviens à la même question parce que tu as dérivé un peu. Pourquoi, alors que tu as été même accepté, aimé, on va dire, dans ce 1 ou 0,1%, pourquoi, alors que maintenant tu parles avec ton cœur, ou disons depuis que tu agis avec ton cœur, pourquoi on t'a fermé toutes les portes, et surtout médiatiques? Déjà, alors ça va paraître très prétentieux, hein, j'étais aimé dans ce milieu parce que j'étais, j'ose pas trop le dire, mais ça fait bizarre, mais j'étais extrêmement intelligent en fait. Et donc, les gens. Parle pas au passé. Non, mais. T'étais hyper intelligent, Bertrand. Merde, on l'a perdu. On a perdu. On a perdu Bertrand. Et voilà. Donc quoi, l'humour de. Non, mais c'est bien de finir. Sur mon téléphone, il est noir, il se rallume plus non plus, mais c'est bien de finir sur intelligent. Donc les gens étaient très attirés par ça. Et au moment du Covid, je pense que comme beaucoup de personnes, moi j'ai réalisé que de toute ma vie, en fait, j'étais déjà un complotiste. D'ailleurs, en 5e, quand on parlait de la Lune, moi je disais qu'on n'y était pas allé. Il y a 15 ans, je disais, il y a un mec. T'aurais pu être numéro 1 des ventes sur Amazon, putain, à 12 ans, quoi. Ouais, exactement. Mais tu vois, je m'intéressais à Cheminade, ils sont toutes de Mars, je m'intéressais à toutes ces choses-là, à Finot, mais comme j'étais très bien diplômé, très ceci, très cela, etc., mais j'avais le droit de faire ça dans les dîners en ville, hein. J'étais, voilà, j'étais un peu un bouffon, mais qu'on respectait parce qu'il réussissait à expliciter pourquoi il pensait pas comme les autres, mais il n'avait pas la même. Si tu veux, les dîners en ville, c'était des moments ouverts où on pouvait discuter. Et après, c'est devenu des moments où on signe des pactes dans le sang avec des gens pour qu'ils se mettent à défendre des théories débiles. Le vaccin, c'est un acte d'amour. Tout le monde doit être vacciné. Je suis obligé de dire que c'est vrai. Bah oui. Et ça a été un énorme changement. C'est-à-dire que tu n'avais plus le droit d'être différent, en fait. Le mec différent, avant, il était drôle, et d'un coup, il était dangereux. Et c'est un nouveau statut. Et alors, quand tu es dans le collimateur de la femme du président de la République et que les gens voient bien, même s'ils ne disent pas qu'il y a une dérive dictatoriale en France, bah, tu deviens quelqu'un de dangereux. Les gens ne veulent pas que tu les appelles, ne veulent pas que tu parles parce qu'ils disent il doit être sur écoute, il doit être machin, j'ai pas envie de me retrouver avec des problèmes. Et donc, bah, les gens se disent après tout, il peut faire les trucs qu'il veut. Moi, je l'aurais prévenu, mais je ne veux pas être en contact avec lui. Et comment tu l'as vécu? Quand tu étais un combattant et qu'il t'avait rien et qu'il t'arrivait rien, ils étaient même plutôt fiers, tu vois, que tu sois actif sur les réseaux et que tu défendes des thèses dont ils étaient proches.
Mais le fait d'être incriminé pour ça, et ben d'un seul coup, ils se rappellent plus du tout. Et puis d'ailleurs, eux-mêmes se disent, non, mais jamais vraiment trop cru et trop intéressé. Et ils en parlent plus, en fait. Et ils se mettent à chaque fois à en reparler quand il y a quelqu'un comme Tucker ou autre qui en parle, mais hyper modestement. En fait, si tu regardes la vidéo de Poussin, moi, j'ai pas tout vu, j'ai regardé des morceaux parce qu'on m'a dit, tiens, on parle de toi. Mais c'est toutes les 5 minutes des précautions oratoires du style non, mais m'attaquez pas, je fais vraiment ça avec des gants, vous inquiétez pas, il y aura pas de scoop pendant l'émission, il y aura rien du tout, je vais faire que répéter ce que tout le monde a entendu 1000 fois, mais je vais le dire à ma manière et à ma sauce. Et comme YouTube m'adore, je ferai 1 million de vues, parce que évidemment YouTube adore les gens qui endorment leurs spectateurs. Regarde, toi, tu crées une chaîne YouTube demain sur laquelle tu vas parler de sujets qui fâchent, tu plafonneras à 10, 15, 20 000 vues. Mais si tu te mets à être quelqu'un qui est un marchand du temple reconnu, mais tu feras 1 million de vues facile, puisqu'en fait, tu sers le système. Et alors, si en plus, tu te mets à vendre de l'or, tu te mets à vendre des produits financiers, tu te mets Alors à ça, des c'est voilà, je passages, voulais que tu fasses un point là-dessus parce que j'étais pas au courant de tout ça. J'ai découvert un monde. Et ce que je te disais, tout un univers où, avec une direction artistique minable, je pensais que ça concernait 200, 300 personnes. Et Bertrand me dit, mais Aurélien, mais c'est des millions, mais tu te rends... Et il se met à m'expliquer toute une mécanique des opérations financières de gens qui se présentent comme, je sais pas, pour les uns révolutionnaires, pour les autres dissidents de l'extrême, pour les autres. Et en fait, t'as une commedia dell'arte de la finance, quoi. Mais oui, et c'est Les pour ça fonds qu'ils se passent par soutiennent tous. Dubaï, la Suisse. C'est surréaliste. C'est peut-être pire. Tu vois qu'un Cahuzac qui fasse cam dit vas-y, oublie mes 600 000. C'est bon, moi j'ai un peu menti, mais c'est presque pire d'une certaine façon. Exactement. Donc j'ai découvert tout ça. Ça c'est pas pour non, mais à la limite on va pas. On fera dans une autre émission. On fera dans votre voilà en temps et en heure. Mais j'ai quand même été très surpris des sommes quoi. Soit t'en as trop dit, soit t'en as pas assez dit. Il faut s'approfondir, je pense. De quoi on parle? Surtout Aurélien, que les médias en question, ils disent à tout le monde, il faut se serrer les coudes, mais jamais parce qu'ils ont envie d'aborder des sujets courageux. Ils ne se serrent pas les coudes pour parler d'Emmanuel Macron, à part des sujets dont tout le monde parle. Non, je te dis, ils sont mal à l'aise. Oui, ils ne parlent jamais de Gaza, ils ne parlent jamais de Poutine, ils ne s'intéressent pas à Kadhafi, tu vois, ils ne s'intéressent pas à tous ces trucs-là. En revanche, il faut se serrer les coudes pour que personne n'aille regarder trop près dans leur petit modèle financier extraordinaire. Extraordinaire. Et tu vois, je vais passer dans quelques jours, parce que Média 442 fait une émission pour essayer l'éclosion de l'art des c'est très compliqué pour eux. Mais tu vois, ces médias qui sont sérieux, eux, ont des grosses difficultés. Alors que d'autres, ceux que j'appelle les marchands du temple, ouais, ils sont connectés à des partis politiques, ils sont connectés à plein de trucs, et ils claquent les doigts, et tout de suite, c'est des centaines de milliers d'euros qui tombent. Parce que les gens disent, mais non, ils ont levé 15 000, c'est pas beaucoup. Non, c'est les gens s'engagent à payer 15 000 tous les mois pendant 1 an. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont au RSA et qui ont l'impression qu'ils vont sauver la vie de gens c'est ça que tu m'as expliqué. Des centaines de milliers d'euros, mais en donnant 25 ou 50 euros par mois parce qu'ils deviennent sponsors gold. Parce qu'ils utilisent toutes les méthodes de l'arnaque connue. Si vous ne donnez pas ça, je vais fermer. Si vous ne donnez pas ça, on ne pourra pas acheter le dernier micro à 2000 balles le micro, et puis on ne pourra pas avoir 500 mètres carrés pour des nouveaux bureaux et pour recruter, etc. Et tu dis qu'Candace Owens, elle fait ça avec une équipe de 3 personnes. Mais en France, on a des petits médias qui se la racontent et qui ont besoin d'être 20 en fait pour ressembler à ces newsbeats en fait. Et qui font les mêmes programmes, les mêmes machins, avec les mêmes personnes d'ailleurs, parce qu'il y a des ascenseurs entre les deux. Oui, mais les vendeurs d'or, c'était encore un supplément. Ah, mais ça, c'est la folie. Voilà, ça, c'était une découverte pour moi. C'est-à-dire que le vendeur d'informations mélangé au vendeur d'or, pour moi, tu vois, si Zoé Sagan était en vie, c'est tout à fait le genre d'algorithme de double sujet qui mérite l'attention du public, tu vois. Non, mais t'imagines, t'as des gens qui sont censés se battre pour la cause et faire des choses. Mais ce qu'ils font, c'est que des outils d'enregistrement personnel. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Enfin, moi, j'ai des personnes qui m'appellent parce que je suis un peu devenu sur ce sujet des marchands du temple, celui vers lequel les gens se retournent quand ils se sont fait arnaquer. Tu vois, comme toi, tu l'as été sur d'autres sujets. Oui. Mais j'ai été instrumentalisé, moi, l'erreur, je te dis, c'est de ne pas m'être attaché à une sorte de Dominique de Villepin ou tu vois, d'une mouture. Bon, il était hors jeu, mais d'avoir choisi, c'était impossible pour moi de rallier droite ou gauche ou de quelconque. Et ça, finalement, si j'avais anticipé l'ampleur que ça prenait, c'est l'erreur, quoi. Parce que s'il y avait une devanture politique, ça passait. Ah ben non, mais ça continuerait encore, en fait. Il l'utiliserait même comme une arme. Ça a été proposé, hein, d'ailleurs, mais je voulais pas ça. Je voulais que ce soit un truc punk. Ça reste libre. Et que ça soit multi-utilisé. Si Emmerich veut prendre les commandes 2 jours, vas-y.
si Branco avait lancé sa campagne l'été dernier, mais il était élu. Oui, ouais, et on aurait récolté 20 millions d'euros, de quoi faire une campagne de oui. fou, oui. Ah Oui, non, très mais probablement. oui. Ouais, Ah non, je lui ai dit. en plus, tu aurais réussi à trouver des idées extraordinaires. Mais je les ai, je peux le lancer. Il attend, hein, lui, je lui ai dit, sa mission, il est très bon, hein, il n'y a pas meilleur que. Je lui ai dit, sors-moi du truc, là, du tourbillon, et je l'ai vu, je te dis, il m'a parlé de cette loi Chiappa comme personne, et j'ai consulté 15 avocats, il est au-dessus. Il a une capacité d'analyse, c'est une IA, ce gars. Franchement, c'est son domaine, quoi. Tu sens, il est très très fort. Alors, je pense les magistrats doivent avoir un rapport étrange, mais il est quand même, on peut pas lui enlever que c'est un garçon très intelligent. Enfin, je veux dire, voilà, c'est factuel, quoi. Tu t'échanges 1 heure sur un sujet en droit, il est très très bon. Ouais. Après, il est politisé, voilà, il est politisé, et chacun, je te dis, personne n'est parfait. Mais moi, je l'aime bien. Au moment où je suis sorti de ma garde à vue, on s'est parlé, tu vois, 2 fois. Et effectivement, j'ai eu le même sentiment que toi, et c'est ce que ma grand-mère m'avait toujours dit, ma mère a continué à me le dire. En fait, quand tu entends uniquement la voix des gens, tu sais, c'est comme un aveugle, tu es concentré sur d'autres choses, c'est très juste. Tu ressens, en fait. Oui. Et j'avais ressenti un mec bien. Et donc, moi, j'ai toujours dit ça pour Branco, c'est qu'en fait, je pense que c'est quelqu'un qui est fondamentalement bien, oui. Mais comme il est tellement prudent, il est tellement inquiet, et tu m'as dit ça un peu de toi plusieurs fois, tu vois, parce que tu as été très déçu beaucoup plus souvent que tu as été satisfait par des gens qui t'avaient paru plutôt bien. Et Branco, là, tu vois, tu viens de m'en démembrer. Aujourd'hui, tu m'en as démembré 2. Tu vois, il y a plein de gens que j'adorais, et quand tu me donnes la face cachée, à chaque fois, je fais putain. En fait, je suis un spectateur comme un autre, et je me dis, mais si plus j'en apprends, plus je me dis, mais faudrait un jour, je te dis, tout condenser et livrer au public, quoi, en disant, voilà la face cachée, le behind the scene. Ouais. Mais ce qui est drôle, c'est que en même temps, quand tu l'entends, quelque part, ça te déçoit, mais ce qui te déçoit le plus, c'est de te dire que ton intuition te l'avait dit et que tu n'avais pas voulu l'entendre. C'est vrai. Parce qu'en fait, dès que tu l'entends, tu dis, ouais, mais je le savais, en fait. Ouais, mais Juan ne fait pas partie de cela. Je l'ai vu sauver vraiment des vies. Non, mais on l'a dit. En fait, le fait qu'humainement ce soit quelqu'un de bien, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il puisse être ou pas la meilleure personne pour accompagner sur la totalité de tous les dossiers compliqués que tu as bien sûr, c'est ce qu'on a dit, on en a discuté. Puis de toute façon, il se prépare vraiment, là, je pense que c'est un boulot monstrueux qu'il est en train de faire. C'est le boulot de 40 hommes, en fait, qu'il fait. Et puis, il part de rien. Et il part de rien, et c'est ça qui est beau et sincère, et qui est à suivre, quoi. Et c'est. Moi, voilà, ils le savent, hein. De toute façon, je te dis, on est parlé avec tout le monde, mais je dis, j'attends l'ordre de pouvoir aider. Et pour l'instant, sa candidature, par exemple, déplaît, quoi, plus qu'elle a, au pouvoir profond. Elle n'est pas encore tout à fait acceptée ou digérée, c'est vraiment le début, tu vois. Et c'est là où, justement, il y a besoin de beaucoup de communication, beaucoup d'effets. Mais bon, on m'a mis, au moment où ça devait démarrer, tu vois, on m'a mis en très haute difficulté, comme jamais. Si tu m'avais dit ça il y a 10 ans, jamais je t'aurais pris pour un fou furieux. Si tu m'avais dit le 10e, tu vois. Comme maintenant, on me dirait, ouais. Mais tu vois, c'est drôle, ça, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à autre chose. Et au moment où tu as perdu, entre guillemets, ton compte, hein, et tu as décidé de réapparaître publiquement. Donc, tu as eu, je crois que c'était Barnerias qui a fait une première vidéo avec toi. Bon, je ne vais pas parler de ça, mais tu t'es retrouvé invité par Morillo. Et moi, je me suis dit, mais je crois que je te l'avais dit avant, je t'avais dit, mais vraiment, sois prudent, quoi, méfie-toi. Et en fait, ces personnes, elles n'étaient pas là pour te grandir, pour te donner un tremplin, pour quoi que ce soit. Ils étaient vraiment là avec un plan pour te détruire comme un mec sans intérêt. Et si tu reprends en fait la vidéo avec Morillo, tous les sujets sur lesquels on t'a flingué, c'est les sujets où aujourd'hui le même dit « Ah mais c'est incroyable, ce qui est fou c'est que personne n'a parlé de l'affaire Brigitte pendant tout ce temps-là, moi j'en parlais, j'étais au courant », alors qu'ils te flinguaient là-dessus en fait. Tu sais, moi ils m'ont mis Paris Match en début après la mort de mon binôme, un mois après, je peux te dire que j'ai compris ça, j'ai pas une confiance absolue maintenant dans le média. Je sais que c'est en tout cas facile. C'est pour ça que j'aimerais que le cas Zoé Sagan soit une parenthèse qui se ferme pour reprendre des relations à peu près humaines, et je voulais comprendre pourquoi ils font la même chose à Rouen, hein, d'ailleurs. C'est pas qu'il est maltraité médiatiquement, c'est que c'est du harcèlement, c'est d'une violence. Je trouve et c'est continuel, c'est sans fin. Maintenant, ils ont même essayé violeur, quoi, tu vois, en couverture du Monde. C'est compliqué, je trouve, d'atteindre tu vois. Donc, je sais pas, moi, j'ai essayé de regarder l'histoire des 40 dernières années, j'ai trouvé peu de cas, c'est toujours les mêmes, tu vois, mais c'est faible, je trouve, Mazarine, c'est des petits, finalement, c'est tous les, comme un boulin, il y a, oui, 1 ou 2 assassinats, mais c'est joué sur 20, 30, 40 ans,
Là, ce qu'on a eu ces 7-8 dernières années, si on liste tout, voilà, on le voit tous. Je te dis que je termine comme j'ai commencé en regardant, en attendant son coup de fil. Je me suis dit, je regardais le fil X, je faisais défiler. C'était apocalyptique. Entre les 300 morts, c'était entre la mort, la présentation d'armes nucléaires et une judiciarisation de tout. Du débat avec, je te dis, je sais pas quoi, un médecin qui porte plainte contre Hanouna qui porte plainte contre machin, l'autre, Rudy qui veut qu'un homme politique se mette à genoux pour s'excuser. Et je regarde ça pendant une minute, tu vois, en me disant, mais nous, on est habitués, on décrypte, on l'analyse, mais t'as 18, 19 ans, tu chopes ça dans la gueule, putain. Moi, je me remets 20 ans en arrière en disant, mais comment rappelle-toi comme tout l'effort qu'on faisait chaque week-end pour avoir l'information, pour avoir le petit magazine machin, moi, je faisais des kilomètres pour avoir tu vois, à 15 ans, pour avoir un Technicart, c'était une mission. Là, ils ont ça. C'est un truc que nous, notre cerveau, tu vois, n'a pas avalé au même âge. Donc, je me dis, ça va avoir quand même un certain nombre de conséquences que personne ne soupçonne. Les psys alertent, mais personne ne les écoute. Mais ça, chez les kids, là, c'est en train de produire un truc hyper inquiétant. Voilà. Tu sais, là, tu viens de citer un nom, donc peut-être les gens qui nous écoutent sont pas au courant que tu as également une plainte de Hanouna sur le dos. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, toutes les émissions qu'il fait, en fait, si les gens avaient les mêmes moyens que lui, il aurait, à l'issue de chaque émission, 10 plaintes. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et en fait, ces gens ont des moyens et ils peuvent terrifier tout le monde. C'est-à-dire que toi, tu te rends compte que tu as des plaintes et 90% des avocats qui viennent te voir sont très chers et tu peux pas te les offrir. Mais les gens qui t'attaquent, si eux étaient attaqués, et même pour attaquer, ils ont accès à tous les avocats de la Terre. J'ai bien vu, c'est pour ça que j'essaie de trouver un terrain d'entente en disant, bon, ça va pas faire 7 ans de ma vie, quoi, sur 2 hashtags. Oui, mais en fait, ils s'en foutent parce qu'ils veulent. En fait, tu sers d'exemple. Tu sais, on en a parlé tous les deux. En fait, ils ont choisi 2 personnes qui étaient, entre guillemets, un peu des gladiateurs dans un système, mais qui n'étaient pas à l'intérieur des mafias. C'est-à-dire que, imaginons que la personne qui était mise en garde à vue, et ce qui ne pouvait absolument pas arriver, soit Morio Broski. Mais tous les jours, en fait, il serait une cinquantaine de potes de ce petit cercle à faire des millions, tu sais, comme pour les otages. Mais arrêter avec des millions de vues, des millions de machins. C'est pour ça que j'ai été très surpris de la non-aide, alors que j'avais des temps d'écrivains, tant de journalistes, le nombre de journalistes mainstream qui sont venus chez moi pour avoir tel ou tel truc, qui ont fait des papiers, qui ont eu des scoops, qui ont eu machin. Tous ces gens que j'ai aidés finalement complètement gratuitement, qui eux étaient payés, tu vois, pour faire tout ça. Je me suis dit, ils vont me donner un coup de main, me soutenir, me conseiller faire un truc, un petit édito. Putain, c'est pour ça que je te posais la question. J'ai vu, depuis mi-décembre, ça a été la criminalisation a été à un tel point, j'ai vu la disparition de tout le monde. Donc à part ce petit groupe de 1000 personnes, tout le reste, ça a été comme un silence. C'est comme si j'ai découvert depuis 3 mois, comme si j'étais déjà décédé. Si plus personne te répond. Mais parce qu'en fait, ça n'arrive jamais dans un pays normal que le couple présidentiel attaque un journaliste. Non, ça n'est jamais arrivé. Et c'est pour ça que c'est complètement hallucinant, mais à un point inimaginable. Ouais, mais pourquoi ça fait aussi peur? Quand Xavier met ça sur un plateau dans l'émission, c'est peut-être le sujet. Et en plus, Xavier avait vraiment envie d'en parler puisqu'il m'avait dit « Je veux absolument parler de ça dans l'émission parce que c'est vachement important d'insister. On ne parle pas assez du fait qu'il y a eu des gardes à vue en France pour harcèlement avec le truc de la loi Schiappa. » Ben non, c'est passé... alors aujourd'hui, c'est devenu populaire de dire Natacha Ray. Et c'est vrai que la pauvre, elle, ses avocats, etc., franchement, ils souffrent. C'est une galère impossible. J'aurais dû, tu sais, rétrospective. Elle aurait mérité, s'il y avait un outil, comme si on avait encore des outils à millions de vues, elle aurait mérité un coup de main. Cette fille, elle a beaucoup, je pense qu'elle a c'est une femme qui a dû énormément souffrir, tu vois. Je m'étais pas, comme j'ai lu maintenant l'enquête d'Emmanuel Anison, qui était quand même bien, que ça n'avait pas été vendu, mais c'était quand même bien écrit. C'est elle qui m'a fait découvrir cette femme. Et en fait, je pense c'est terrible ce qu'elle a reçu, parce que personne, si tu veux, faut avoir un équilibre, faut être une femme, faut être Rachida Dati, si tu veux, faut être équipé pour avoir comme ça une attaque médiatique comme quotidienne, violente. Et ça abîme la santé, ça abîme faut connaître tout ça, tu vois. Et puis surtout, elle continue aujourd'hui à être, sans se rendre compte, un peu utilisée, parce que quand quelqu'un fait une vidéo qui s'appelle la vidéo testament, alors plutôt que de dire, bah attends, parlez-vous avec Xavier, tu sais, il te respecte vachement, c'est quand même grâce à toi, et il le dit tout le temps, Xavier.
Mais au lieu de ça, en fait, l'idée, c'est de faire des ennemis pour s'attribuer. Natacha Ray dit, vous voyez, je suis le seul à la respecter, alors que Xavier la respecte pas, etc. Et ça, franchement, moi, j'ai observé ça de loin, parce que je sais ce que Xavier pense, j'imagine ce que Natacha Ray pense, et des gens normaux auraient dû essayer de les mettre en contact, et au contraire, ils ont essayé de les faire se disputer encore plus pour créer de la haine. J'ai vu, mais je parlais des producteurs qui veulent en faire déjà un truc, parce que je sais que ça finira par faire de l'image. Moi, je reste centré sur. Il y a quelque chose, s'il y a des humoristes qui nous écoutent, qui n'a pas été fait, c'est le one-man show. Moi, je pense que ça. Ah, bah ouais. Là, il faut proposer ça à Rémi. Il faut proposer ça à Rémi. Bah, il y a un one-man show à faire en France, il y a une tournée à préparer qui est exceptionnelle. Je veux dire, personne n'y allait alors que tout est théâtral. Moi, ce que j'ai prouvé, d'ailleurs, la manière dont j'avais mis en scène tout ça, ce n'était que théâtre. Il y a un truc shakespearien, tu vois, où chacun fait ses entrées, chacun fait ses sorties. Où tout était, tu vois, tout est théâtre à chaque instant. Et chez eux, c'est ce qu'on a découvert là. Mais personne n'a pris l'angle. Alors, il y a quelques gars qui commencent un petit peu, ou des filles qui commencent à essayer. D'ailleurs, ça marche, tu vois, de ponctuer. Et quand la peur va partir, il y a des blagues. Et c'est pour ça que je pense que tout ça aurait pu se passer, je sais pas, mieux. Enfin, pas dans la. Peut-être je suis encore très naïf, mais je comprends pas l'excès de violence, particulièrement sur des gens subalternes comme ça, un galeriste, une journaliste, une citoyenne lambda, une médium. On pourra en rire, tu penses, Aurel, un jour? Oui, l'histoire, parce que c'est un pays très spécial. Il y a que en France, tu vois, on le voit, on est à part, quoi, depuis tout siècle après siècle. Et même là, même si c'est pas nouveau, je te dis, ce cas-là a existé il y a 300 ans, globalement la même histoire. Avec les moyens de propagande d'époque. En Angleterre, il y a 350 ans, je crois, il y a eu un cas similaire. Et il y en a en fait il y a eu des cas, si on reprend les 2000 ans, il y a rien de nouveau, si tu veux. Rire, ouais, je pense, parce que finalement, c'est là, on secoue quoi, en fait. Tu vois, aujourd'hui, il y a une décision de justice où on a mis 7 mois de prison avec sursis à un enseignant et qui a envoyé qu'il voulait réaliser le fantasme de l'élève, enfin du prof sur l'élève, comme Brigitte et Emmanuel Macron. C'est ce qu'il écrivait. Et donc un juge, tu vois, en correctionnel, s'est dit bon, ça faut. Et je me dis tiens, en fait, parce que dans le théâtre, il y avait quand même cette idée-là qu'il fallait faire flotter en disant on joue quelque chose, on est à un moment charnière, et évidemment qu'il faut protéger l'innocence, mais là, tu vois, on nous vend quelque chose qui est contraire à. Bon. Voilà. Donc c'est comme si on arrivait à la fin de l'inversion. L'idée là, et c'est pour ça que les artistes, je pense, sont utiles, c'est de réinverser l'inversion, qu'on retombe bientôt à l'endroit, tu vois. Et l'art, la littérature, le roman peut servir à ça. Mais jamais, tu m'aurais dit un galeriste, un auteur, un dramaturge, un satiriste, c'était impensable, surtout post-Charlie Hebdo, quand ce n'est que des mots et qu'il n'y a pas d'appel à la violence, pas d'insultes, qu'on est vraiment dans du théâtre, puis que ça fait. Quand tous les éditeurs te disent je suis plié en deux, c'est bien qu'il n'y a pas un drap, là, tu vois, il y a quelque chose de disproportionné et que je n'ai toujours pas saisi dans la totalité. C'est comme t'as un nuage noir qui t'arrive dessus et Bon, alors voilà, Bertrand l'explique à travers l'eschatologie. Chacun, tu as son angle. Xavier l'a fait de façon plus terre à terre et journalistique et par des faits et des documents. C'est encore une autre méthode, mais qui fonctionne aussi. Enfin, tu vois, donc il y a. Et ça, quand tu mélanges le sacré, les visions plus sacrées ou plus mystiques, plus spirituelles, avec celles qui sont juste du décryptage à la Mark Enveld, à la tout ça, à la très factuelle, les deux se croisent en fait. C'est vrai que quand les deux s'entrecroisent, ça fait boum. Et il se trouve que des millions de citoyens se sont réveillés ces 7 dernières années. Alors, il y en a, ça a été par les gilets jaunes, d'autres, ça a été par les restrictions Covid, maintenant par les attaques sur la liberté d'expression. Et ça fait des étapes, mais c'est en train donc de faire évoluer, de changer, je pense, une génération entière, quoi. Et je le vois même dans la mienne. Mais ce qui est nouveau là, c'est comme ils ont mis la force avec le côté AFP, les médias de déglingue, c'est que les gens, ça a créé une peur. Moi, j'ai des amis qui sont ingénieurs, qui se sont dit on peut enfermer quelqu'un ou mettre des bracelets électroniques pour un tweet. Aujourd'hui, d'une certaine façon, ça terrifie tout le monde. J'ai des tonnes de gens qui ont dit j'ai nettoyé tous mes comptes après ce qui est arrivé, de la moindre critique sur le gouvernement. Voilà ce que ça crée. Et c'est ce qui était voulu, sans doute, mais quand même. Et donc ça marche. Alors, comment dans ce prix que ça marche aussi vite et aussi fort sur des gens que je respecte, que j'aime, qui sont diplômés, qui sont, tu vois, qui ont juste un amour pour l'humour noir, et qui se sont dit, wow, là ça passe, on efface tout, sans ordre, quoi, tu vois. Donc ça a marché. Je pense que les dépêches AFP répandues dans tous les médias, ça fonctionnerait.
pour un investissement où ils se disent bon, parce que entre vous et moi, tout le C'est monde. pas que ça, c'était aussi la violence des journaux. Le Canard enchaîné, Charlie Hebdo, etc. On a eu droit à tous les journaux qui auraient dû nous défendre pour nous canarder, en fait. J'ai toujours pas compris j'ai toujours pas compris pourquoi. Mais vraiment, il faut que pourtant, je te dis, je parle à 25 avocats, là, je ne comprends toujours pas comment tu étais avec un type en cellule pour un décryptage d'un tweet photo. Je ne comprends pas. Et 35 heures. Je ne comprends toujours pas. Et j'ai demandé, j'en suis à 25 hommes de loi hyper brillants, et personne m'a donné vraiment une réponse valable. Attends. Alors, je vais te raconter une anecdote que j'ai remarquée parce que je sais pas comment je suis tombé là-dessus. Mais tu as quelqu'un qui fait, il y a une exposition d'art. Alors, on aime ou on n'aime pas l'art. Et lui aime pas et il va, entre guillemets, saboter l'expo. Et donc, il y a une plainte contre lui et les mecs vont le chercher, le mettre en garde à vue quelques heures, hein, pas une nuit, tu vois. Enfin, je n'ai pas vraiment regardé le truc. Je crois que c'était une quinzaine d'heures, tu vois, de 6 heures du matin à 20 heures ou à 21 heures. Et puis il le libère. Et, et là, en fait, comme c'est quelqu'un qui est censé être en guerre contre les musulmans, eh ben, d'un seul coup, c'est des cagnottes en dizaines de milliers d'euros et la terre entière. Mais nous, on est dans des silos, donc on voit pas ces mondes-là. Si tu veux, nous, on est dans un certain monde. J'ai même senti une équipe qui bossait à l'inverse, qui disait qu'il faut qu'ils reçoivent absolument aucun soutien de nulle part. Exactement. Mais ce qui me trouble, c'est que même nos amis, c'est pour ça que je suis content de parler à quelqu'un finalement que je connais, que je l'ai lu simplement, mais que je connais pas physiquement, qui vit la même situation depuis 90 jours comme moi, avec tout un amateur. Je te rappelle qu'on allait te faire signer aujourd'hui dans une banque des trucs, nanana, pour dire la rue. Et donc, tous les jours, on a avant ça n'existait pas, pour une situation que je ne comprends toujours pas, qui est ubuesque pour moi. Ouais, ubuesque. Exactement. Impossible que tu vois, même que l'Élysée, de ce que j'ai lu, je peux pas penser que ça soit vrai que quelqu'un est supervisé à cette hauteur pour des tweets vieux, effacés, censurés. Tu vois. Mais c'est là, je crois que c'est justement Branco qui l'avait dit, qui avait révélé le truc, c'est l'équipe militaire à l'Élysée qui s'occupe de gens comme nous. Voilà. C'est-à-dire que parfois, ils disent le budget de la première dame, c'est 300 000 euros. Mais en fait, si tu faisais le budget vraiment sincèrement sur tous les gardes du corps, les voitures, les machins, etc., mais en réalité, tu arriverais à des dizaines de millions d'euros. Bah oui, et je ne parle pas, si tu veux, des révélations fracassantes sur les perruques et les machins. Je te parle juste des gens comme ces anciens préfets, ces militaires, tous ces policiers qui sont mobilisés. En fait, pour quel citoyen normal tu as autant de policiers qui sont mobilisés? C'est absolument, c'est pour ça que je comprends toujours pas même la définition, et beaucoup me l'ont demandé, même en termes de sémantique, de linguistique, c'est vraiment un sujet profond, parce que c'est nouveau, ça date de 2022, sur ce cyberharcèlement, je ne comprends même pas quand donc c'est valable, l'adolescent qui se fait cyberharceler avec les trucs, les groupes, qui peut plus aller à l'école, c'est terrible, tu vois, et ben donc t'as des médecins, t'as les trucs d'ITT, mais quelqu'un qui est en Fashion Week, on dit 0 jour d'ITT, mais elle a mal pris l'invention du couple 1439, et donc on t'enferme. Ça, pour moi, c'était impensable que quelqu'un avec autant de pouvoir, autant de... Mais c'est un personnage public qui a construit. Oui, mais public et politique, parce que c'est pas une pop star. C'est pas une pop star de la chanson, c'est plus précis. C'est la femme d'un homme qui détient la puissance nucléaire. Alors, non, mais il peut avoir un statut qui s'occupe des pièges jaunes, qui s'occupe des machins, etc. Et tu peux pas prétendre, si tu veux, parfois, il y a des personnes qui ne demandent pas à être visibles, mais qui font quelque chose de fâcheux et qui se retrouvent traînés dans la boue alors qu'ils avaient vraiment une vie, ils évitaient d'être des personnages publics. Là, on peut se dire, ok, c'est pas très cool, ils ont des enfants. Ah oui, comme le collégien qui va les subir parce qu'il n'a pas les bonnes fringues ou le bon machin, et qui subit un harcèlement horrible. Et là, c'est pas le cas. Et ça s'active jamais, il n'y a pas de solution, on réintègre à chaque fois les harceleurs, tout est une catastrophe, il n'y a rien qui fonctionne. Mais là, on peut dépêcher comme ça des équipes énormes pour alors que quelqu'un qui n'est même pas sur les réseaux, qui est une personnalité publique, politique de premier ordre, dont où il y a justement des livres où c'est un sujet qui est mondial, tout le monde, c'est ahurissant. C'est pour ça que je comprends toujours pas. Non, mais surtout que ça se passe après qu'Emmanuel Macron un jour ait dit voilà, il y a ce sujet et ça nous a blessés, sous-entendu. Ça j'entends, mais soit tu arrêtes tout le monde, tu as 400 000 tweets par jour, tu arrêtes 400 000 personnes par jour, soit tu fais justement, tu lèves un sujet, tu dis nous interdisons X, Meta et TikTok en Europe, pourquoi pas? Mais on peut pas faire un entre-deux de tirage au sort. Où tu vois, sur les réseaux, de temps en temps, un gars tire. Alors, je sais, c'est une énorme stratégie, parce que je l'ai vu, ça crée la tétanie, tes propres amis, après, osent pas trop en disant, je sais que t'es écouté, maintenant, bon. Et l'idée inconsciente que des gens intelligents
se disent, tiens, on peut avoir un bracelet électronique pour un tweet sur le couple Macron, tu vois, et que ça soit déjà accepté, intégré en si peu d'années, quoi. Charlie Hebdo, c'est pas si vieux, hein, ce qu'on a 2015, et là, j'ai vu un changement, et voilà, et donc je me suis dit, à la limite, sur le cas Zoé, bon, moi, je suis personne, je veux dire, ça se comprend, mais toi qui as vécu là-dedans, qui est plus âgé, qui a une génération de plus, qui les connaît, tu as travaillé avec une partie d'eux, et je me suis dit que ça soit, qu'il n'y ait même pas un mot, une virgule, j'ai dit, tiens, c'est quoi la couleur? À ce degré, ça devient voyant, si tu veux, quand c'est à ce point. Après, une violence, tu l'as dit, la caricature de Charlie Hebdo, on nous met tout nus, fouettés par Emmanuel qui est en lézard. Bon, tu peux difficilement faire au-dessus, tu vois. Et avec le canard que je lis depuis que j'ai 13 ans, tu vois, et qui me dit l'extrême droite. S'ils savaient, ça c'est terrible. Je leur ai dit, c'est juste, j'ai trouvé un archiviste qui archivait très bien et qui m'a donné tout le décorum. D'ailleurs, franchement, les Français devraient avoir accès à ça. C'est tous les petits trucs qui sont oubliés, effacés de tout le système politique, économique français. En fait, c'est passionnant. C'est une sorte de boîte au trésor. Quand tu es, je sais pas, dramaturge, quand tu as envie de faire ce que je t'ai dit, un truc shakespearien. Moi, je veux pas qu'on me regarde du point de vue journalistique. Là. Quelle est la personne au monde qui peut dire ce qu'ils m'ont les mêmes les filles. Je dis, comment, quand tu es inscrit comme biographie, je suis la première IA féminine, je suis une présence, pas une personne. Comment tu peux comparer ça et attaquer ça comme un média? Je veux dire, tu vois, c'est comme, je sais pas, si on prend Pédiavenir et qu'on lui colle des procès ou tu vois le Gorafi. Non, mais surtout que toi, tu as présenté, mais sans depuis toujours, ton Pantix comme de l'info-fiction. Donc tu t'es pas. Donc ça veut dire qu'en fait, les gens doivent prendre ce que tu dis comme une blague ou du cynisme ou n'importe quoi. T'es pas du tout sur une case identique à toutes les autres personnes qui sont censées dire la vérité, comme moi. Donc si je sors de ça, j'ai pas tenu ma promesse. Mais toi, ta promesse est de faire de l'info-fiction. Il faut vraiment pas que tu oublies ça. Tu t'as affiché noir sur blanc au monde entier. Ah oui, c'est pour ça ce personnage. C'est à bout de. Et donc voilà. Mais on a le droit. Ça s'appelle. Toi, tu es vraiment dans la jurisprudence Charlie Hebdo. Donc c'est scandaleux que tu sois attaqué, puisque justement. Attaqué, non, mais on dit femme. À la limite, on dit femme, pourquoi pas, par tel premier ministre ou tel truc, ça peut se défendre. Mais tu n'es pas le délit de presse, quel qu'il soit, ne peut pas avoir des restrictions de corps. C'est-à-dire, on ne te fait pas dormir par terre. Ça, c'était, en tout cas, c'est pas en Iran peut-être, en Corée du Nord et du Sud peut-être, très 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 probablement, mais en France, normalement, depuis 45, non. C'était genre, on est un petit pays, on fait pas ça. Et on protège. Bon. Aurélien, toi, c'est pas de la diffamation que tu as fait. Il y a un sujet qui est public, qui fait déjà, au moment où tu fais tes tweets, des millions de vues, en fait des centaines de millions de vues. Puisque je te rappelle, la photo pendant l'été à Brégançon, c'est peut-être une photo qui a fait 1 milliard de vues. Ça a été une photo qui a. Je ne comprends pas, vu la main, en disant comment on peut dire qu'une situation est du harcèlement quand tu as 450 000 tweets par jour pendant 4 ans. Exactement. Et donc, toi, en fait, avec ta méthode, et je suis pas en train de faire ta plaidoirie, hein, mais avec ta méthode. Tu me diras combien je te dois. À chaque fois qu'on me dit ça, je prends 300 balles. Je prends 300 balles à chaque fois qu'on me dit ça. Non, mais toi, avec ta méthode très caustique, très. Enfin, voilà, tu sais, t'es le gendre idéal, mais qui a un humour hyper british, hyper cinglant. Et donc, tu fais ça. Oui, c'est ce que j'aurais dit, c'est du Ricky Gervais. C'était tout féminin, féminisé en mode IA. Exactement. Ça va pas plus loin. Il n'y a rien, il n'y avait pas de projet de retourner. Tu as vu dans le truc Jean Jaurès, ils ont dit si on laissait faire, ça finissait en prise du Capitole. Zoé Sagan aurait retourné, mais faut. Ouais, enfin, depuis, on sait que la prise du Capitole, c'était une connerie, donc il ne devrait pas insister. En plus, non, mais en disant ça peut créer il n'y avait pas, c'était un. Putain, c'est. Mais c'est potache. T'étais, et tu bah oui, et tout le monde riait. Tout le monde riait, même. Et il faut ça. Plein de magistrats. Parce que le monde est tellement triste. Ouais. Le monde est tellement triste, c'est que si on t'avait pas toi, demande à tous les gens le vide que ça a créé quand tu n'étais plus là. Quand les gens se reconnectaient, savoir si tu avais tweeté pendant la nuit. Tu avais, je sais pas moi, 500 000 personnes qui chaque jour allaient voir ce qu'avait balancé Zoé Sagan. En fait, tu es une légende pour les livres d'histoire. Ouais, bah, pour l'instant, il y a 10 juges d'instruction qui se disent bon, parce que tout est préalable. Ils savent bien, mais est-ce qu'ils nous donnent la liste entière de toutes les connexions, toutes les IP? Est-ce qu'on prend tous les MP? Est-ce qu'on se lance là-dedans pour un hashtag? Bon, j'imagine parce que c'est des gens brillantissimes, tu vois. C'est pas 2 ans d'études, donc j'imagine quand ils doivent tous les câlins en disant c'est quoi ce dossier? Ah, c'est pour le hashtag de Rudy Kismayas. Alors, c'est quand même tu vois. Mais qui est même pas créé par toi. Comme là, hier, pas créé par toi.
Non, voilà, en plus, rien n'est non, mais Ils savent que c'est magnifique. ils savent que c'est Campagnol. Pourquoi ils attaquent Zoé Sagan et pas Campagnol qui est à l'origine de ça? Moi, je Eh bien, comprends pas. figure-toi que les Macron attaquent, comme il m'appelle, Aurélien Poussard et pas Aurélien Poisson. Beaucoup ont fait la confusion. Donc, je suis même dans les dépositions, je suis obligé de dire, j'en peux plus. Enfin, ce gars, je l'aime beaucoup, mais je suis pas, tu vois, il y a au bout d'un moment, c'est pas parce qu'il est pas en France, j'ai pas à prendre son rôle, si tu veux, j'ai pas co-signé. Et c'est lui qui vend le million d'exemplaires. Et cool, quoi, les gars. Tu vois, il a fait 2 ans d'enquête. J'imagine qu'il a vendu plus de numéros que la Bible cette année. Oui, probablement. Ah non, moi j'ai prédit un truc, c'est que regardez sur Amazon le livre donc sur Michelle Obama qui reprend le clin d'œil, ça doit être un des livres aux États-Unis qui a été le plus commenté, mis à la benne, et qui est encore et qui est dans les encore qui fonctionne encore dans le top 100 depuis je sais pas 2018 depuis et je prédis là qu'il va avoir que c'est pas juste 4 semaines en épisodique, c'est ce qu'on regarde bien, il y a jamais eu une ostracisation tel, ça devient. J'espère qu'il prendra. Même le choix, le traitement, le non-traitement français en devient un sujet. J'espère qu'un jour, Xavier prendra au moins un abonnement payant anonymisé. Oui, je pense que c'est une blague. Tu imagines sur un yacht avec, tu sais, en train de jeter du champagne partout. Mes braves, mes petits braves, c'est grâce à eux que j'existe, mais. Oh, mais avec les réincarnations de Berlusconi filmées par Antonioni. Ouais, il a la belle vie. Non, ça se passe malheureusement. En fait, c'est un moine copiste qui a travaillé beaucoup, là, qui va sortir une suite de livres qui sont des livres d'enquête. Et quand tu es indépendant, vraiment indépendant, ben, tu fais ça. Je pense que tes enquêtes intéressent parce que tu ne fais pas, en fait, t'as pas de scoop supplémentaire par rapport à tous tes confrères. C'est que toi, tu te donnes l'autorisation de le faire. Ça s'appelle le courage. Ouais, mais je pense que des grands journalistes. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu tous les bourdins, ils ricanent à chaque fois en disant il n'est pas journaliste. Déjà, il est passé d'extrême droite psychopathe à auteur. Donc, tu vois, il y a une évolution quand même. Et maintenant, ils osent auteur. Mais journalistes, ils peuvent toujours pas. Et donc, ils crient, c'est dans les méthodes. Ils essaient de faire un journaliste. tous les octogénaires, surtout les micro-managers. Comment ça, journaliste? Il y a un côté un peu. Mais t'imagines comme ils doivent être tous dégoûtés. Parce qu'en fait, ils ont rêvé de le voir au café. Personne n'est numéro 1 des ventes. Il n'y a pas un journaliste français qui a été numéro 1 des ventes aux États-Unis depuis 45, tu le sais bien. Pas un. Ouais, et pas qu'une semaine. Comme tu dis, et voilà, il sera numéro 1 au moins jusqu'à, à mon avis, tu as raison, au moins jusqu'à l'été, quoi. Et ce sera le livre de l'été. Et ça dépend, parce que peut avoir aussi des rebonds en fonction de tu vois, c'est un livre dense, et ouais, de l'actualité. Regarde Tucker Carlson, c'est quand même un dossier. Il doit être dans le top 10 des journalistes en Occident les plus suivis, si c'est pas top 5. Ouais. Et oui, je crois qu'ils sont dans le top podcast. Candace, lui, Joe Rogan, ils sont en fait, oui, dans le top 3. Donc, c'est les gens les plus suivis aux États-Unis. Donc, pour les Français, pour le 1% français, c'est des complotistes qui vont pas bien, qui doivent se soigner, on connaît. Mais ça reste quand même des mecs. Alors, on les critique en France parce que oui, ils ont accès à Poutine, ils ont accès à des chefs d'État sur les 5 continents, ils ont compris ce qu'étaient les BRICS et ils font le taf, quoi. Comme là, on critiquait Branco d'avoir fait Douguin. Moi, j'avais dit dès 2023, je dis fais-le. C'est important, justement, des esprits français. Mais oui, parce que je trouve ça, c'est français. Comme on exporte déjà plus aucune idée, au moins qu'on aille en Chine, en Russie, aux États-Unis, tu vois, qu'on continue à aller chercher les idées nouvelles, les nouveaux créatifs, les nouveaux penseurs, ou en tout cas les vieux, et de voir ce qu'ils font, tu vois, de ramener, et qu'on s'interdise pas le débat, quand même, tous les fous-restes nous l'interdisent, quoi, en disant, tu vois, on t'a un début, je l'ai lu, j'ai lu son livre, comme tu la connais bien, chez Grasset, là, sur le MeToo, elle dit que Zoé Sagan, c'était le diable, que c'était un truc diabolique, et je me suis dit, il y a tout un chapitre un peu, je me suis dit, tiens, c'est étrange d'aller publier ça chez Grasset. Tu vois, c'est comme une déposition, en fait. T'as des gens qui, plus, sont journalistes, flics. En fait, je trouve que les flics sont meilleurs journalistes que il y a un truc bizarre. Il y a une inversion des rôles dans la vie de Zoé Sagan. Et il y a un truc bizarre. Donc, j'espère que c'est fini. Et moi, si j'ai accepté là de me livrer, en fait, et de prendre la parole, c'est le truc d'Hanouna, ça a été la goutte de trop. J'ai dit là, on rentre en fait dans une mécanique où ils se mettent, si on peut attaquer chaque tweet depuis début 2023, on va faire quoi? Ça 7000 fois, on en est déjà à 30, c'est pas possible. Sur des trucs aussi, je sais pas, dérisoires, et c'est Cyril Hanouna, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, on peut pas perdre de temps, perdre de temps à des juges pour ça, à des policiers, à des... Donc s'il faut, je sais pas, l'autre il demande des excuses à Asselineau par exemple. S'il faut faire, alors s'ils veulent quoi, des tweets d'excuses ou des mémos d'excuses, des lettres d'excuses, si ça peut se régler par un mot d'excuse, bon ben voilà, parce que sinon sinon c'est pour faire mal, c'est pour dépenser du fric pendant 3 ans pour des hashtags. Bon, on s'en sort plus. Ouais, on s'en sort plus, ça m'empêche de travailler. 600 milliards pour le Covid. Rudy,
Ouais, c'est tout ça, tu vois. Donc, j'ai espoir que ce message atterrira dans la bonne boîte mail. Bon, écoutez les gars, merci en tout cas pour tous ces sujets passionnants. Loud and more loud, the crowd will swell, the people shouts responding well, o'er the land in glad news tell. From sea to sea, from pole to pole, the echoes of that bell shall roll, till freedom comes through every soul. Ring, ring, exclaims the watching boy, the bell responds with notes of joy. Freedom's proclaiming sweet and low. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à mon Substack.